Déjà, mon exploitation, juste un petit mot pour la présenter, a été créée en 62, quand il y a eu la mise en valeur du plateau des Costières par le BRL et la SAFER, grâce à Philippe Lameau et le général de Gaulle. J'ai repris cette exploitation en 1992. En 2003, je l'ai passée en agriculture biologique. En 2012, en Naturland, c'est-à-dire c'est plus que du bio, Naturland, c'est une certification allemande ou un équivalent au bio suisse. Et là, dernièrement, voilà, on est toute l'équipe, on est en commerce équitable, donc on est les premiers en France à faire du commerce équitable en fruits et légumes. Voilà. Quand vous dites toute l'équipe, vous parlez de votre coopérative, c'est ça? Voilà, notre groupement de producteurs. Voilà. Donc, alors, si on revient sur où je finis ma présentation. Oui, je pense qu'il faut que vous complétiez voilà, la vision, qu'on donne la vision de votre exploitation voilà, particulière. Je dresse un peu le tableau. Donc, moi, c'est une exploitation 16 hectares de verger, 15 hectares de pommiers, 1 hectare de cerisier, et ensuite du maraîchage en plein champ et sous abri méditerranéen. Donc, il y a 3 hectares de plein champ et 3 hectares d'abri, de serre. Voilà. Donc, c'est une exploitation mixte en culture, ce qui est très important. Et là, j'entendais tout à l'heure qu'il y a des élèves de Supagro. On y a travaillé dessus il y a 4 ans. On avait pris un chargé de mission de Supagro. L'aspect mixte est très important pour le développement de la biodiversité. Quand on a fait les comptages, on s'est rendu compte qu'il y avait une biodiversité énorme sur nos exploitations parce qu'on avait plusieurs cultures qui faisaient qu'il y avait un lien entre elles. Et ensuite, bien sûr, comme disait Philippe, on est obligé d'irriguer nos cultures. Donc on a un système d'irrigation, mais moi sur l'Arbo qui est en micro-jet et à chaque parcelle une électrovanne pour pouvoir arroser la nuit. Et ensuite le maraîchage, dans les serres c'est de l'aspersion avec des danes et ensuite du goutte à goutte. Et ce qui est très important aussi, on va y revenir tout à l'heure, c'est que tous les brise-vents sont irrigués parce qu'on a du brise-vent sur toutes les parcelles. Chez nous il y a du vent, il y a beaucoup d'agriculture biologique dû au vent, parce que c'est un vent sec, le vent du nord, et il n'y a pas de développement de champignons. Mais on est obligé de s'en protéger, parce que de temps en temps, comme le disait Philippe tout à l'heure, il y a des rafales assez conséquentes. Voilà. Donc voilà un peu sur la présentation de l'exploitation. Du côté des pratiques, vous avez parlé de votre charte Naturland. Vous pouvez nous en toucher 2 mots? Qu'est-ce qu'elle amène? La charte Naturland, donc c'est un peu plus que du bio. On est sur des choix d'engrais vraiment. La priorité d'abord du Naturland, c'est le sol, comme en général l'agriculture biologique. Voilà, comme les autres agricultures, mais la priorité, c'est le sol. La base, c'est le sol. C'est l'eau dans le sol, la vie dans le sol, l'aération du sol. Donc, on part de cette base par des profils de sol. Et ensuite, le développement de ce sol, on va y adapter des engrais. Donc, en engrais organique, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le commerce, 80% des engrais organiques sont à base de farine animale. Et ça, en Naturland, c'est interdit. Donc, on est obligé d'utiliser des engrais à base de fumier de mouton, du tourteau de ricin, de la farine de plume, du guano de poisson, pas du guano d'oiseau, parce qu'il y a un aspect social aussi là-dedans. C'est que le guano d'oiseau est ramassé par les enfants au Pérou, donc on ne peut pas mettre ce guano d'oiseau. Voilà, ça c'est la partie Naturland. Il y a une partie sociale dans le Naturland qui nous a amené aujourd'hui sur le commerce équitable. C'est que sur le Naturland, il faut, au niveau social, que les gens soient déclarés, ça c'est sûr, mais qu'il y ait aussi une équité entre les hommes et les femmes, voilà, qu'il y ait des salariés permanents dans l'entreprise. Voilà la partie Naturland. Il y a aussi les doses de cuivre. On n'a pas des doses de cuivre à ne pas dépasser à 3 kg hectare. Des longueurs de haies, on en parlait, les haies sont très importantes. On est obligé d'avoir un minimum de longueur de haies et un pourcentage de terre en jachère aussi pour la biodiversité. Les couverts. Philippe Blanc a parlé longuement de l'importance des couverts chez vous. Alors si en Arbo, nous on a un pourcentage de terre à avoir en couvert. Sur le Naturland, il faut aucune terre soit nue. Ça c'est très important.
Une terre se repose, il faut un engrais vert. Il faut qu'une terre soit en culture. Voilà, ça c'est la priorité. On peut être déclassé pour ça. Si on laisse une terre, on la travaille tout l'hiver, je ne sais pas moi, on la laboure et on la laisse comme ça, on peut perdre nos certifications Naturland parce qu'une terre, il faut qu'elle soit toujours en vie, en activité. Donc voilà, c'est de l'engrais vert, souvent du sorgho, souvent de la luzerne, on met un peu de seigle. Voilà, il faut que cette terre soit toujours en activité. Et si elle n'est pas en activité, ça peut être de la désinfection naturelle qui est de la solarisation, voilà, des choses comme ça. Alors pour en revenir au couvert aussi sur l'arbo, donc on travaille les sols juste au pied avec des outils très légers qui sont, bon moi c'est un outil, c'est une brosse en fer, système de brosse en fer comme on se sert pour nettoyer dans les villes, vous savez, les trottoirs. Donc c'est des brosses qui ne travaillent pas trop en profondeur pour mélanger l'engrais. Voilà, ce que disait Philippe est très important parce que si vous amenez un engrais organique, même si vous l'arrosez, du moment qu'il n'est pas mélangé au sol, il ne va pas fonctionner. Et un fumier c'est pareil, et donc il faut un amendement c'est pareil, donc il faut qu'il soit un léger mélange. Et ensuite, entre les rangées, par contre, on broie très peu. Alors première chose, bien sûr, par rapport aux auxiliaires qui sont dans ces rangées, donc on essaye de broyer le moins possible. Et surtout, plus on broie, plus on consomme d'azote. Plus la plante va pomper de l'azote dans le sol pour pouvoir repousser. Donc on broie très peu, on doit broyer 1 ou 2 fois par an. Donc ce qui fait des fois des vergers d'impression assez sales, mais derrière on a beaucoup d'auxiliaires qui se sont développés. Et l'azote pour nous est important parce qu'on est aussi par le Naturland, on est limité par les doses d'azote, donc on fait attention sur l'azote. Et ce qu'on fait aussi, on a un système de scarification des sols, c'est-à-dire bon, moi je me suis fabriqué un outil, c'est un gros rouleau avec des couteaux de 25 à 30 cm, c'est-à-dire qu'on ne casse pas l'enherbement, on passe au rouleau, on a l'impression qu'on n'a rien passé, et vous plantez, vous prenez un couteau, ou une tige en fer et vous plantez et votre sol a été coupé, a eu des coups de couteau dedans, ce qui permet l'aération du sol et la pénétration de l'eau. Voilà. Et en même temps, ce scarificateur a tendance à aplatir l'enherbement. Il a été fait mention aussi tout à l'heure des haies, de leur rôle sur les auxiliaires. Vous observez quoi? Quels sont les auxiliaires que vous allez utiliser? Pour nous, les haies, c'est pour ceux qui connaissent un peu le maraîchage, les plantes relais. Bon, moi, je fais du maraîchage et j'amène des plantes relais où je sème des plantes pour qu'elles soient support aux prédateurs. Pour nous, c'est une plante relais en arboriculture. Quand vous avez des haies, alors très diversifiées, sur mon exploitation, bien sûr, l'origine du Baronne, on avait mis du cyprès, on a encore beaucoup de cyprès, du peuplier, mais on a mis du tamaris, du chêne vert, de l'aulne, du mûrier. Voilà, on a diversifié. Par exemple, du mûrier, on laisse un peu vieillir les mûriers pour qu'ensuite ils aient des trous, pour que ça soit des nichoirs naturels. Voilà, on essaye de développer comme ça. Et c'est des plantes relais. C'est-à-dire que dessus, on peut y mettre des nichoirs à mésanges charbonnières, des nichoirs à chauve-souris. Et pour nous, en arbo, on a travaillé avec le CTFL de Balandra, avec Jean-Michel Ricard et Michel G là-dessus. On se rend compte, j'ai un endroit où je ne fais aucun traitement sur le carpocaps et on retrouve dans les fientes, en dessous des nichoirs, on a mis des goulottes où les fientes de chauve-souris sont récupérées. On retrouve dedans de la mouche de l'olive et surtout du carpeau. Donc, c'est-à-dire que le papillon du carpeau vole à la tombée de la nuit, comme la chauve-souris. Et la chauve-souris a un effet un peu baleine, elle ramasse tout ce qu'elle trouve, donc elle diminue la population. Mais pour ça, il faut avoir des haies en bon état, qui soient arrosées. Pour avoir beaucoup de chauves-souris, il faut bien sûr des composites, de la biodiversité, il faut de l'eau aussi, des plans d'eau. Donc ça, c'est quand même très, très important. Voilà. Donc les haies, pour nous, ont un rôle très, très important. On peut aussi, on met aussi, il y a un gros développement actuellement du campagnol de Provence, campagnol provençal, qui nous fait des gros dégâts dans toutes les cultures. Donc on essaye de mettre en place aussi des nichoirs à faucons cresserelles pour essayer de diminuer la population, mais là le combat n'est pas gagné, le campagnol a pris de l'avance, quoi. Là c'est très compliqué, quoi.
Bon, ça c'est votre exploitation. Vous parliez tout à l'heure de votre coopérative Univers, dont vous êtes le président. Vous pouvez nous en toucher 2 mots un petit peu? C'est une coopérative qui a été créée dans les années 60 quand il y a eu le développement. Tout est lié au Baronne finalement, hein, sur notre plateau des Costières, parce qu'avant c'était un parcours à moutons, et quand l'eau est arrivée, il y a eu le développement. Donc une coopérative qui a été créée dans les années 60 et qui a pris un virage en agriculture biologique il y a 30 ans pour se retrouver aujourd'hui 100% en bio. Donc on est une trentaine de producteurs. On fait que d'agriculture biologique. Toutes les exploitations sont mixtes, ça c'est très important, mixtes en culture, hein, sont mixtes et sont à 100% bio. Ça aussi c'est nos certifications qui font qu'on ne peut pas être une moitié bio et une moitié conventionnelle. Et c'est en étant mixte aussi, beaucoup d'oliviers et de maraîchage, vignes et maraîchage, arboriculture et maraîchage, qui fait qu'il y a une grosse biodiversité sur les exploitations et qui nous permet aussi l'aspect social, d'avoir pas mal de salariés permanents sur nos exploitations parce que nous sommes en culture quasiment toute l'année. Voilà. Combien d'hectares sont regroupés dans votre coopérative? Alors, il y a à peu près, de mémoire, il y a 70 hectares de serre, après l'équivalent en plein champ aussi, et ensuite, il y a à peu près 300 hectares de verger. Voilà. Et tout ça pour dégager, effectivement, vous dites plus de 90 emplois équivalents temps plein, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça, oui. Est-ce que sur la partie, bon, c'est vrai qu'on est dans une partie qui est plus la question de l'arbo, est-ce que sur le maraîchage, il y a des éléments particuliers qui vous semblent importants de mettre en avant aussi dans les pratiques bio? On est par rapport à aujourd'hui, le thème aujourd'hui, c'est l'eau. Voilà, en maraîchage, on travaille beaucoup avec des lâchers d'auxiliaires, des plantes relais, et tout ça, pour que des auxiliaires se développent, il faut de l'humidité. La mise en place d'auxiliaires est très compliquée. Je prends un exemple de l'auxiliaire contre l'araignée. Si vous les mettez par temps 5, il ne va pas se développer. Donc voilà, ça c'est très compliqué. Et puis les plantes relais. On travaille de plus en plus avec les plantes relais. Par exemple, moi je fais de la courgette. La courgette, on sème de l'orge. Entre les plants de courgettes, et l'orge se développe, donc pousse très vite grâce à l'eau. Et puis l'orge est plante relais, c'est-à-dire que le puceron, l'Aphidus colemanni, qui va parasiter le puceron de la courgette, parasite le puceron noir de l'orge. Et donc l'orge attrape très rapidement le puceron noir. Donc voilà, ça c'est des plantes relais. Et on fonctionne de plus en plus avec ces systèmes. Entre nos abris, on met du seigle actuellement. Vous venez fin de printemps, il y a énormément de coccinelles, énormément de momies de pucerons d'Aphidus colemanni sur ces seigles. Voilà. Donc on essaye de se servir de la nature pour régler nos problèmes.